Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire sur les nouveaux enjeux dans le retail post-crise. Nous serons en compagnie aujourd'hui de nos différents experts, à savoir Eugénie, Charles et Guillaume, qui se présenteront tout à l'heure lors de leur présentation. Plusieurs temps forts vont rythmer cette petite heure que nous allons passer ensemble. Donc, ce que je viens de faire, l'accueil, ensuite la présentation de la plateforme. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. L'onglet chat et l'onglet questions. L'onglet chat est à utiliser uniquement pour nous saluer, comme l'a fait Malek, bonjour à toutes et à tous, ou nous remonter un problème technique, que ce soit sur le son ou la vidéo, et on y répondra le plus rapidement possible. Ensuite, l'onglet questions. L'onglet questions qui est utilisé uniquement pour poser les questions aux différents interlocuteurs, donc à savoir Guillaume, Eugénie et Charles, qui répondront à la fin de la présentation. Maintenant, je vais vous présenter les quelques chiffres clés de Cap Digital et ensuite, je laisserai la parole à nos différents experts. Donc, les chiffres clés de Cap Digital 2020. Cap Digital existe depuis une quinzaine d'années maintenant. Nous sommes un collectif représenté de plus de 1000 structures adhérentes, composé de 850 PME et start-up, 70 grands comptes, 70 EFR et 10 fonds d'investissement. Durant l'année 2020, nous avons eu la chance de pouvoir organiser plus de 110 événements, non pas en présentiel malheureusement, mais les webinaires principalement, qui ont regroupé 15 000 participants. Notre équipe est composée de 40 collaborateurs permanents ainsi que 160 experts. Sachez qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital, vous avez la possibilité de solliciter l'ensemble de ces collaborateurs et de ces experts qui se feront donc un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit pour de l'accélération ou des levées de fonds ou simplement la labellisation au projet de R&D. Sachez que le 18 mai, dans l'après-midi, donc 14 heures de mémoire, il y a un webinaire qui est dédié justement à l'offre de services de Cap Digital et Business France fera également une intervention sur leurs différentes offres de services. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Chiffre clé toujours concernant la recherche et développement. Donc, 3136 projets de recherche et développement ont été reçus depuis 2006, dont 1719 projets ont été labellisés et 870 projets ont été financés. À propos de l'accélération, 571 milliards d'euros ont été levés par les entreprises adhérentes du pôle, dont 81% via nos services d'accélération et de recherche et développement. 33% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et les 22% des entreprises du French Tech 120 sont également membres de Cap Digital. À propos de la transformation numérique, donc nous avons eu la chance de faire plus de 100 mises en relation qualifiées start-up grand compte en 2020 via nos différents programmes et plus de 100 projets d'open innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. Dernière slide, et j'en aurai terminé avant de laisser la parole à nos experts. Concernant l'Europe, plus de 42 projets européens dans lesquels le pôle a été impliqué depuis sa création, dont 12 projets sur la seule année 2020. Et il est également important de savoir que 230 structures partenaires de Cap Digital sont sur la scène européenne. J'en ai terminé. Très rapidement, le chat sur votre droite, les questions également sur votre droite. Le chat pour pouvoir interagir entre vous et vous saluer. Les questions sont donc l'onglet à utiliser uniquement pour pouvoir poser les questions aux différents interlocuteurs qui répondront à la fin de la présentation. Eugénie, Charles, Guillaume, c'est donc à vous. Merci. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ensemble pour une petite heure pour échanger sur la transformation du secteur retail et plus en particulier du secteur e-commerce en cette sortie de crise et de comprendre en quoi la technologie et comment la technologie peut être un vecteur de sortie de crise pour le secteur. Donc, ce webinaire rentre dans le cadre de notre publication chez Factonix d'un livre blanc. Un livre blanc qui s'attache à retracer les bouleversements systémiques subis par le secteur durant la crise. Cette crise qui force le secteur à un saut en avant sans précédent et qui force les acteurs du retail à se réinventer à l'aune de cette crise avant tout économique, qui va certainement également donner lieu qui va laisser place rapidement ensuite sur une crise écologique qui va d'autant plus nécessiter des transformations dans le secteur. La technologie a son rôle à jouer.
c'est ce que nous pensons notamment chez Factonix. Elle offre souvent le vecteur de transformation plus profonde dans les modèles d'affaires de ces organisations. Au travers de ce livre blanc, nous abordons des cas d'usage actionnables. Nous abordons également des regards croisés entre experts du secteur et experts technologiques. Donc, nous vous invitons à le télécharger si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à flasher le QR code qui est en bas à droite de l'écran ou à le retrouver directement sur notre site factonix.com. Je vais laisser la parole à Eugénie puis Guillaume pour se présenter et puis je reviendrai ensuite pour me présenter. Eugénie, c'est à toi. Merci Charles. Bonjour à tous. Merci pour cet accueil. Je suis donc Eugénie Benamou, responsable du pôle Retail Luxe et Expérience Client chez Factonix et cofondatrice également de Factonix avec Charles Dazy. Voilà. Charles, si tu veux bien, je peux te laisser la main pour la présentation. Alors, du coup, c'est mon tour peut-être de me présenter rapidement. Donc, Guillaume Duval, enchanté. Bonjour à tous. Moi-même, donc, je suis directeur Master Data Management chez Manutan. Donc, en gros, j'ai la lourde responsabilité d'assurer à l'ensemble de l'écosystème Manutan une qualité des données exemplaires pour l'entreprise, telles que les données sur nos produits, sur nos clients, nos partenaires, mais également nos collaborateurs. Et du coup, j'aurai le plaisir de vous partager un retour d'expérience sur un cas d'usage que l'on travaillait en collaboration avec Factonix. Merci Guillaume. Et pour ma part, Charles Dazy, cofondateur de la startup Factonix, en charge des sujets technologiques et en particulier de la recherche-développement sur les sujets IA dans le secteur du retail. Factonix, en quelques mots, pour les personnes qui ne connaîtraient pas la startup, Factonix est une startup qui a aujourd'hui 4 ans d'existence, qui s'attache à développer la première plateforme de cas d'usage à destination des utilisateurs métiers. Notre objectif chez Factonix, c'est de démocratiser l'IA en la mettant dans la main des utilisateurs métiers. On met à disposition de notre plateforme un ensemble de cas d'usage, plug and play, prêts à l'emploi, qui peuvent être déployés et industrialisés en quelques heures sur 4 secteurs d'activité: le retail, la santé, le secteur agroalimentaire et le secteur public, avec également des sujets bancaires. On est dans le cadre de nos activités dans le retail, on est référencé parmi le top 10 des startups auprès de la FEVAD, et on a reçu il y a 2 ans le premier prix de Blue Ocean Awards au niveau de la direction générale des entreprises. On est également membre heureux de Cap Digital, membre partenaire de Cap Digital, et on est incubé auprès de Centrale Supélec. Je vais laisser la main à Guillaume pour présenter en quelques mots les activités côté Manutan. Oui, merci Charles. Alors Manutan, qui sommes-nous? En fait, nous sommes le leader européen du e-commerce, spécialisé dans la distribution d'équipements et de fournitures aux entreprises et aux collectivités. Manutan, c'est une ETI familiale qui a été créée en 1966 et puis qui a su évoluer à l'international notamment, mais surtout se digitaliser au niveau de ses processus pour s'ouvrir à l'e-commerce, notamment en 2001. Et donc en termes de chiffres clés aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 2000 collaborateurs, répartis dans 26 filiales et 17 pays. Et nous réalisons 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, notamment sur le dernier exercice fiscal. Enfin, depuis le contexte Covid-19, nous sommes passés à de plus de 65% de commandes digitales via nos webshops, les plateformes mobiles, les plateformes dématérialisées, versus on était à 30% de trafic digital en 2015. Donc on a vraiment évolué majoritairement sur le digital. En fait, on a construit réellement un modèle hybride qui combine la force de l'e-commerce avec une gamme de plus de 130 000 références produits et une proposition de valeur qui est une approche vraiment sur mesure en mettant l'humain au cœur de nos relations commerciales, mais aussi dans nos partenariats fournisseurs. Et nous avons également l'honneur de figurer dans le palmarès Great Place to Work depuis maintenant 5 ans, qui évalue les entreprises qui offrent un climat de confiance à nos collaborateurs. Voilà pour Manutan. Évidemment, sur le plan digital, on a quand même mis à cœur d'investir dans des solutions innovantes pour nos clients en particulier, notamment autour des solutions d'e-procurement pour faciliter les achats via des e-catalogues, des solutions de punch-out, des API management. Également, nous avons travaillé autour d'une proposition de valeur à nos clients avec le programme Save Inside, qui est destiné aux acheteurs pour rationaliser leurs achats en fonction de leurs enjeux. Ça peut être par exemple une réduction de leurs coûts, ça peut être réduire leur empreinte carbone, mais également suivre le déploiement de l'offre Manutan dans leur filiale.
Donc ça, c'est un service vraiment sur mesure qu'on est à même de leur proposer, qui est vraiment orienté vers les techno digitales. Mais également tout ce qui est l'aide au choix sur nos sites e-commerce, sur nos plateformes e-commerce, avec des services à valeur ajoutée comme des plans 3D ou encore nos configurateurs produits. Merci Guillaume pour cette présentation très complète de l'activité et du succès du modèle de Manutan. Rentrons dans le vif du sujet. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre de faire un bref retour en arrière, ou plutôt voilà, de regarder un petit peu dans le rétroviseur sur les 15-20 dernières années. Puisque pour comprendre comment la technologie va aider dans le futur les acteurs de l'e-commerce, il peut être intéressant de revenir un petit peu en arrière sur les grandes phases qui ont structuré le développement de l'e-commerce, comprendre en quoi la technologie a aidé dans le passé, pour peut-être imaginer ensemble les cas d'usage du futur. Si on résume en 3 grandes étapes le développement de l'e-commerce, la première étape, ça a été une étape de mise en ligne. Autrement dit, une course au .com, si je puis dire, la création des premiers sites de vente. On est dans les années 2000, début des années 2000. On est sur des boutiques physiques qui avaient pour objectif de déployer ou de répliquer leur modèle en ligne, avant tout de créer un catalogue en ligne. Donc là, il s'agissait des premiers, finalement, on a vu apparaître les premiers géants qui se sont différenciés chacun par des modèles d'affaires différents. Certains des modèles d'affaires ont été basés sur une offre qui a été l'objectif de mettre l'offre la plus large possible en ligne. D'autres modèles d'affaires autour de la livraison facilitée, voilà, une livraison de plus en plus facile. Et puis on a vu aussi des sujets autour du prix, l'enjeu de pouvoir obtenir les produits au meilleur prix. Enfin, on a des modèles d'affaires qui sont apparus sur des secteurs beaucoup plus de niche, comme autour de l'occasion, autour des ventes privées, etc. En quoi la technologie a aidé à structurer cette première phase de l'e-commerce? De 2 manières. Un, au niveau de l'accès à l'information, puisque tout d'un coup, sur ces sites, on a vu apparaître des millions de produits, ce qui a donné lieu à des problématiques pour que les clients puissent rechercher et accéder aux produits qui leur correspondent. D'un point de vue data, ça va être le sujet qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui, ça a été les premières recherches, les premières implémentations des moteurs de recommandation, des moteurs de recherche, pour faire en sorte que sur ces sites e-commerce, les clients puissent rechercher et trouver les produits qui leur correspondent de la façon la plus simple possible. Le deuxième grand enjeu technologique a été autour de la logistique, autour à la fois de l'intégration de nouveaux fournisseurs avec l'apparition du modèle d'affaires de la marketplace et également des sujets autour de l'approvisionnement. Donc, en somme, sur cette première phase, l'IA, encore une fois, a permis de simplifier notamment la recherche et d'accéder à l'information. La deuxième période de l'e-commerce, qu'on va globalement flaguer entre à peu près 2010 et 2018, a été autour de la connaissance de ses consommateurs, et plus en particulier autour de la capacité d'attirer et de convertir un maximum de ces visiteurs sur les sites d'e-commerce. Donc, sur cette phase, on a trouvé des enjeux technologiques qui ont été avant tout de pouvoir mieux connaître donc les visiteurs à travers la mise en place de plateformes de données, souvent des plateformes de données partagées. On appelait ça, et on appelle toujours ça, les DMP, qui nous permettent de pouvoir segmenter, de pouvoir suivre, segmenter et comprendre qui sont nos visiteurs à travers des données qu'on possède au niveau du site d'e-commerce, mais aussi à travers des sites partenaires. Une fois, le deuxième enjeu sur la partie connaissance, c'est ce sujet donc, que je citais de segmentation, où on ne travaillait plus comme dans les années 2000 sur des connaissances au niveau des agrégats, mais on allait au niveau de la connaissance fine, au niveau individuel. Donc on s'est mis à travailler sur des segmentations comportementales, basées sur des visites individuelles, pour aller affiner la proposition de valeur faite à chaque visiteur. Le deuxième enjeu technologique de cette période a été autour de l'émergence et du foisonnement de plateformes autour de l'adtech, donc tout ce qui est autour des publicités temps réel. Donc bien évidemment, on peut citer des géants français comme Criteo sur ce segment, où l'enjeu là était davantage de pouvoir proposer, de pouvoir retargeter, donc pour citer le terme, les visiteurs par rapport aux informations qu'on possédait sur ces visiteurs, de pouvoir également, grâce à l'IA, de pouvoir améliorer la connaissance de ce visiteur à chaque touchpoint qu'on pouvait collecter sur ce visiteur, et avec évidemment des batailles au niveau de l'accès à ces publicités sur ce qu'on appelle des plateformes d'enchères de publicité et de tout ce qui est autour des serveurs publicitaires.
Le dernier sujet technologique et également métier, si je puis dire, est autour de l'optimisation. L'optimisation à la fois des budgets marketing pour pouvoir targeter. Donc, on parlait par exemple d'un point de vue statistique de tout ce qui est autour du mix marketing modeling, être capable de pouvoir mesurer et prévoir les plans publicitaires en termes de canaux, en termes de retombées, donc en analysant des séries chronologiques de manière multivariée, en intégrant plusieurs dimensions par rapport à la concurrence, par rapport aux visites sur notre site, par rapport également aux tendances, et de pouvoir de cette manière construire un mix marketing le plus optimal. Et l'autre sujet autour de l'optimisation, c'est bien évidemment autour de l'acquisition de mots-clés. Donc là, c'est le monde du SEO, SEA également, sur la connaissance toujours du positionnement de nos produits, également des mots-clés, pour pouvoir gagner en visiteurs. Actuellement, selon nous, on est rentré dans une troisième phase, une phase qui va être autour de l'optimisation de l'expérience. Alors attention, par expérience, on ne va pas entendre uniquement expérience lors de l'acte d'achat, mais selon nous, ça va beaucoup plus loin en amont et en aval. Je parlerai par exemple de la relation que doit développer un site d'e-commerce avec ses visiteurs et ses clients, puisque aujourd'hui les visiteurs sont à la recherche, au-delà d'un produit, d'une vraie complicité avec l'e-commerçant, de pouvoir comprendre en quoi l'e-commerçant s'engage, par exemple, sur des enjeux de durabilité, d'impact. On le verra tout à l'heure sur des cas d'usage. Donc vraiment, c'est un sujet d'expérience à prendre au sens large. On va à travers certains cas d'usage durant ce webinaire, rééchanger au niveau de l'approche sur les sujets de pricing, comment la data, comment l'IA peut aider à approcher ces sujets de pricing, non pas uniquement à travers des sujets de guerre des prix et de baisser les coûts, mais surtout de pouvoir travailler ses marges et de pouvoir travailler sa valeur par rapport aux clients. On réfléchira également sur des cas d'usage autour de l'anticipation sur les besoins des consommateurs pour pouvoir affiner son référencement et donc être plus proche en termes d'image, mais aussi en termes d'offres de ces visiteurs. Voilà un petit peu pour la présentation finalement des trois périodes, des trois phases, si on pouvait travailler cet exercice un petit peu artificiel du marché de l'e-commerce. Venons-en maintenant peut-être au niveau des chiffres clés, et je vais laisser la parole à Eugénie qui va nous retracer un petit peu les bouleversements en quelques chiffres du secteur par rapport à la crise qu'on vient de subir et dans laquelle on est actuellement en train de sortir. Merci Charles, effectivement, merci. Effectivement, comme tu le dis si bien, donc une crise qui n'a pas été très sympathique pour le secteur retail, puisque le secteur, on peut le rappeler encore une fois, a été l'un des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire, ce qui a accéléré notamment la digitalisation de ce secteur, qui n'était pas forcément à même de s'intégrer dans des outils digitaux, n'était pas encore, on va dire, le secteur n'était pas vraiment mature. On a vu l'émergence de nouveaux comportements de consommation également qui ont été profondément modifiés sur ces derniers mois. La nouvelle façon de consommer a vu le jour. L'émergence de nouveaux concepts de vente, notamment, ont vu le jour et ont émergé sur cette dernière année. Les parcours d'achat aussi également ont dû être repensés. Et effectivement, cela mène à une conclusion qui est claire, qui est que la crise sanitaire a eu un énorme impact sur le secteur retail. Alors, le retail, c'est très large. Moi, bien sûr, je m'adresse à un secteur plus spécialisé, mais effectivement, ça fait référence au retail dans sa globalité. Pour ma part, moi, je reste convaincue par l'idée que l'IA doit être perçue aujourd'hui comme un accélérateur des ventes dans le secteur retail. Il doit s'inscrire au cœur des nouvelles stratégies retail. On ne peut pas le nier. Le commerce numérique est complètement dépendant des données consommateurs, des données clients. Chez Factonix, nous restons convaincus effectivement par l'idée que l'IA sera le nouveau levier de transformation et le nouveau levier de croissance du secteur retail. On parle désormais notamment de retail data-driven pour évoquer notamment des entreprises dans lesquelles l'ensemble des métiers sont pilotés par la donnée pour une meilleure connaissance client et pour de meilleures prises de décision. Alors, on a pu voir effectivement que certains retailers qui voyaient leur clientèle s'étioler au fur et à mesure que la crise avançait, avaient du mal à s'adapter, alors que d'autres, en l'occurrence, s'adaptaient assez vite et accéléraient leur transformation numérique. Alors, ce manque à gagner est contrebalancé par une croissance, comme il a pu être évoqué auparavant, une croissance exponentielle de l'e-commerce, à plus de 152%, notamment, on peut le voir, des ventes e-commerce en mars 2020. C'est pas anodin. Avec on peut notamment montrer que l'e-commerce représente 26,6 milliards d'euros en CA sur le troisième trimestre 2020. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable.
avec un taux de croissance à plus de 8,1%. Effectivement, c'est des chiffres qui sont parlants. 13,4% de part d'e-commerce dans le commerce en détail, de détail tout simplement, en 2020 versus 9,8% en 2019. Bon, la croissance est flagrante, hein. On est sur des achats complètement digitalisés. On est sur un secteur qui a migré. Et cela, effectivement, montre qu'effectivement, l'e-commerce a besoin de l'IA pour mettre en action des nouveaux leviers. Et en quoi l'IA se montre essentielle dans l'e-commerce? Sur plusieurs critères, sur notamment des enjeux au niveau de l'analyse de la concurrence, au niveau de l'amélioration des boutiques physiques, au niveau du ciblage, comme le disait Charles, ciblage plus précis de la clientèle, l'identification notamment de points d'amélioration. L'IA permet ainsi aux entreprises, je pense, d'améliorer sensiblement les services et de perfectionner notamment les stratégies marketing pour mieux cibler la clientèle et notamment pour partir sur une clientèle qui sera beaucoup plus satisfaite d'une expérience client personnalisée. Je pense qu'on va venir sur une personnalisation beaucoup plus intense sur ces prochains mois. Et si tu peux juste revenir un petit peu, on va revenir un petit peu en arrière. Effectivement, bon, ça a été défavorable pour une grande majorité d'acteurs. Cette crise a été un accélérateur notamment des difficultés. Donc, on a pu voir des enseignes telles qu'ils sont citées, notamment on a pu voir la fermeture de 1200 magasins Zara, par exemple, ou notamment des enseignes qui ont pu partir sur des redressements judiciaires. Mais en revanche, contrairement à ce qu'on pourrait croire, certains groupes et certaines enseignes ont profité de cette crise et c'est tout à leur honneur parce qu'ils ont commencé une certaine transformation à la fois numérique et stratégique, comme on peut le voir avec le groupe Printemps notamment, qui a restructuré au niveau de la fermeture de ces 4 magasins sur l'année 2021 qui vont avoir lieu cette année, qui ont restructuré, qui sont recentrés sur une transformation totale du groupe Printemps. Ouais, effectivement, ça c'est un point à noter. Alors, on a pu également voir à travers cette crise l'émergence de certains concepts en ligne notamment, le renforcement du social commerce. Alors, comme on l'appelle souvent, le S-commerce dans le jargon retail, une émergence et un renforcement de ce concept qui est frappant. Alors, en grande majorité drainé par une clientèle qui se veut rajeunissante. On parle d'une clientèle souvent appelée la génération Z. Alors, la génération Z qui succède à une génération autrefois appelée la génération Y. Alors, une génération Z qui se veut beaucoup plus engagée, beaucoup plus réfléchie dans son acte d'achat et surtout beaucoup plus en quête d'émotion, en quête d'émotion lorsqu'elle effectue des achats. Et l'émotion sera le point de clé, la clé de voûte, on va dire, de cette transformation post-crise au niveau du secteur retail. Le client a besoin vraiment de retrouver une sensation d'émotion en boutique, de vivre quelque chose d'émotionnel. Tout passe par l'émotion et surtout dans le secteur retail, après spécialisé beaucoup plus parce qu'on est sur un secteur qui propose des produits où il faut qu'une sorte d'émotion puisse transparaître. Mais voilà, donc là c'est la génération Z qui a renforcé cet esprit de social commerce. Donc jamais la technologie n'a été aussi présente dans le secteur retail, de la conception produit à la communication, passant par la vente notamment, l'après-vente, l'engagement environnemental, on peut en parler, et sociétal d'ailleurs. Il s'agit d'une vraie mutation globale, holistique, je dirais même, qui change la donne du secteur retail, tout simplement, qui change la donne. Alors, on a pu notamment voir une mutation à travers lesquelles les réseaux sociaux ont pu prendre une grande partie de ces changements. On a pu voir notamment des réseaux comme Instagram qui renforcent leur dimension commerciale en voulant faciliter les ventes en ligne et la mise en relation entre les influenceurs, les annonceurs, les potentiels clients notamment et les marques. Voilà, créer ce lien qui va renforcer la relation entre la marque et le client, ce qui est très important actuellement, notamment via la fonctionnalité Instagram Shopping. Voilà, des canaux donc traditionnellement dédiés à la relation client sont délaissés au profit de nouvelles solutions, de nouvelles technologies innovantes permettant aux marques d'entrer en contact direct avec leurs consommateurs et leurs réseaux favoris, bien sûr, sur leurs réseaux favoris. Voilà. Donc, on a pu notamment, moi j'ai 2 exemples qui me sont venus en tête et j'avais envie de les évoquer. On a pu voir ces nouveaux usages, notamment dans certaines boutiques. Alors, on a pu bien sûr voir certains usages comme les nouvelles cabines d'essayage qui avaient été faites il y a quelques années, quelques mois aussi, remises au goût du jour. Des cabines d'essayage à selfie d'abord, elles ont démarré par étapes, donc à selfie. Elles permettaient notamment la proposition de look à travers des écrans et on pouvait partager cette réelle expérience émotionnelle avec ses amis, ses proches.
Et dernièrement, on a pu le voir avec Farfetch. Farfetch qui a mis en place, qui a opté pour la pluralité sensorielle en boutique, en misant sur une expérience client optimale et en proposant des salons d'essayage intelligents, voilà, donc à travers lesquels les clients peuvent interagir et peuvent facilement pouvoir voir un petit peu les articles qui sont disponibles en stock, pouvoir adapter des looks, notamment, voilà, une expérience unique et optimale, et surtout expérimentale, et surtout, je dirais même, émotionnelle. Et le deuxième exemple d'innovation qui a été très présente sur le secteur spécialisé du luxe, ça a été la maison Chanel qui a pu mettre, notamment, qui a un excellent un excellent exemple, je dirais, d'un point de vue avancée technologique et outils innovants. Parce que la maison Chanel a pu mettre en place notamment un concept de cintre connecté dans leur boutique des Galeries Lafayette Champs-Élysées. D'où l'importance, notamment, c'est pour vraiment insister sur cette importance de digitaliser l'expérience client en point de vente. Le client est en recherche, surtout en retail spécialisé, est en recherche, en quête toujours d'émotions. On cherche des émotions quand on veut acheter, quand on veut, surtout à cette période-là où on va devoir rapatrier une clientèle en boutique. On a besoin de vivre quelque chose, de vibrer au son des produits qui nous sont proposés. Donc le nouveau concept de Chanel renforce cette idée-là. Et donc, c'est un concept assez unique avec des cintres connectés, possédant notamment une interface lumineuse, tactile et intuitive qui nous donne la possibilité de savoir si un produit est disponible en stock à l'instant T. Donc c'est plutôt agréable à voir que des maisons telles que Chanel puissent prendre en main ces nouvelles technologies. Alors Eugénie, si on avance un peu. Donc là, merci Eugénie sur la partie luxe. Donc tu as retracé, tu as fait un focus effectivement sur la partie luxe où il y a une recherche de pouvoir adresser des nouveaux types de consommateurs plus jeunes, plus digitaux, et on sait que finalement il y a une phase aussi de rattrapage auquel doit procéder ce secteur du luxe sur le digital. Si on essaie finalement de généraliser un petit peu avant d'arriver sur certains cas d'usage, comme tu l'as évoqué, au niveau des cintres, au niveau des personal shoppers digitaux, etc. Somme toute, il y a finalement il y a des fondamentaux avant tout à optimiser, sur lesquels l'IA, la data peuvent aider, notamment sur la partie logistique, on en a touché quelques mots, sur la partie pricing, on en parlera tout à l'heure. Moi, j'aurais voulu laisser finalement la parole à Guillaume pour avoir dans un premier temps, la vision Manutan, qui est bien évidemment pas sur le secteur luxe, hein, pour rappel, distributeur B2B de produits, donc de produits à la fois industriels et sur différents univers connexes. Donc, Guillaume, quels sont les piliers de la transformation data de Manutan? C'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, finalement, c'est comment vous abordez chez Manutan cette sortie de crise, et en quoi la technologie va vous aider, va vous accompagner à finalement gagner peut-être des parts de marché ou accélérer sur cette sortie de crise. Et puis enfin, peut-être converger sur le cas d'usage développé avec Factonix. Et on aura l'occasion de rééchanger là-dessus. Bien, merci Charles. Alors, en effet, je pense qu'on a bien compris à travers vos cas d'usage, vos références, que le marché du e-commerce connaît aujourd'hui une croissance exponentielle. Donc on le voit que les acteurs ne cessent d'élargir leur gamme de produits. Ça, on le constate nous aussi côté Manutan depuis un certain nombre d'années, notamment avec l'émergence des marketplaces que tu évoquais tout à l'heure, Charles. Également des services, parfois plus à forte valeur ajoutée, bien souvent à l'aide de données qui sont collectées grâce à des nouvelles technologies. Donc chez Manutan, c'est vrai que ça fait un moment déjà que nous réalisons des innovations dans ce sens-là, avec plusieurs axes de développement. On a d'abord vraiment l'accélération de l'extension de nos gammes produits, déjà depuis plusieurs années. Et donc vient avec cette extension avec l'accélération aussi de nos time to market, c'est-à-dire la capacité de mettre en ligne plus rapidement nos offres. C'est notamment un pilier stratégique sur lequel nous avons été fortement challengés pendant la crise du Covid. Ce qui nous a décidé à développer une offre de référencement dite Fast Track, qui a pour vocation de répondre à une plus forte demande de produits. Donc on a vécu pendant cette période beaucoup de demandes de masques, de gel notamment. Et donc effectivement, on avait besoin de mettre en ligne des nouvelles offres quasiment quotidiennement.
Et sans ça, en fait, on aurait été beaucoup trop long à proposer ces produits. Et ça a été vraiment un axe stratégique essentiel pendant la crise du Covid. Et ça a été aussi notre force là-dessus, de pouvoir nous adapter rapidement et d'utiliser déjà notre technologie autour du référencement produit pour l'adapter et revoir un petit peu notre façon de faire d'un point de vue process aussi en interne pour permettre d'être plus rapide sur la mise en œuvre des nouvelles gammes produits. On a également, depuis plusieurs années, investi fortement sur notre moteur de recommandation produit. On en parlait un peu tout à l'heure. C'est une vraie nécessité dans le monde de l'e-commerce et ça nous aide à pallier à des problèmes de rupture de stock qui sont de plus en plus présents actuellement en période de crise, afin de proposer toujours des alternatives produits à nos clients, toujours leur proposer une solution. C'est l'un de nos engagements chez Manutan. Et effectivement, on a pour ça utilisé des moteurs basés aussi sur de l'IA, des algorithmes. Enfin, chez Manutan, du coup, on travaille de plus en plus autour des axes que sont l'expérience client, mais également la responsabilité sociétale et environnementale. Ce sont vraiment des enjeux, on va dire, en sortie de crise qu'on a vraiment on a mis à cœur de vouloir développer. Donc, on est évidemment toujours sur l'amélioration continue autour de ces sujets, mais bien sûr que la technologie va devoir rentrer en ligne de compte et nous aider à nous développer là-dessus. On a déjà commencé à le faire pendant la crise, puisqu'on a développé des services additionnels pour nos clients, permettant par exemple la livraison à domicile de matériel pour télétravailler, par exemple, mais également des services adressés aux sociétés pour permettre de refaire un nettoyage complet ou des kits sanitaires permettant la réouverture, soit des locaux des entreprises ou aussi des commerces, qu'on a vraiment essayé de supporter au mieux pendant donc secteur retail qu'on a vraiment essayé de supporter au mieux pendant cette crise Covid, en proposant des nouveaux produits vraiment adaptés pour du marquage, des files d'attente, donc vraiment du matériel à disposition pour permettre une réouverture dans de bonnes conditions. Ça a été des sujets où tout de suite on a voulu s'adapter pendant cette crise du Covid. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur ces questions un petit peu des investissements technologiques pour Très bien. justement pallier à cette crise que l'on vit, même si on en sort, qu'on a bien vécu là sur l'année précédente. En effet, Guillaume, merci pour ce retour sur l'usage finalement de la technologie et de la data chez Manutan. Donc on le voit bien à travers ce que tu dis. Finalement, il y a des fondamentaux, il y a des briques finalement fondamentales que doivent implémenter chaque e-commerçant, chaque retailer, comme par exemple le moteur de recommandation. Et puis on va voir apparaître finalement des briques qui vont être plus spécifiques au modèle d'affaires de chaque organisation, si je puis dire. Et dans le cas de Manutan, qui se présente donc finalement avec une approche multi-fournisseur, il y a un sujet sur lequel Manutan, dans son extension à la fois géographique, à la fois en termes d'univers, devait travailler. Ce sujet, c'est la catégorisation de produits qui a été développée et on en est heureux avec la société, donc avec notre société, Factonix. Je vais te laisser peut-être présenter l'initiative, Guillaume, et puis je donnerai quelques détails sur la partie technique par ailleurs. Ouais, juste avant de basculer, je reviens aussi sur la question de la technologie qui doit nous aider à post-crise. Il y a un sujet qui me revient parce que tu l'as beaucoup évoqué, Charles, sur l'aspect pricing. Ce qu'on vit actuellement est vraiment sans précédent aussi sur l'envolée des prix sur les matières. La question aussi des containers et de l'évolution des prix des containers. Donc, je peux vous assurer que c'est un sujet très challengeant pour notre entreprise, nous distributeurs dans le monde B2B. Donc, il est clair que c'est des sujets sur lesquels un investissement technologique doit nous permettre aussi d'avancer, d'aller plus loin sur ces sujets-là, qui touchent beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Mais effectivement, je pense que c'est un sujet qu'on a au cœur de nos discussions, de notre stratégique aujourd'hui, et qui va forcément devoir émerger là, dans les prochains mois, prochaines années. Voilà, c'était juste pour ajouter ce point Bien sûr. qui me paraissait essentiel avant de basculer effectivement sur ce cas d'usage de la catégorisation de produits qui est finalement issue d'une vraie prise de conscience que déjà on avait entamé il y a quelques années, qui est le fait que le recours à l'IA aujourd'hui se démocratise vraiment dans notre milieu, dans notre marché, pour nous permettre, plusieurs choses qui nous permettent déjà la satisfaction de nos clients, mais aussi l'efficacité opérationnelle de nos processus internes. On est vraiment dans une ère où l'exploitation de cette data, de l'IA, l'intelligence artificielle, va être essentielle pour innover au développement de nos entreprises. Et évidemment, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a voulu saisir le plus tôt et vraiment dans un esprit start-up. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est tourné vers Factonix à ce moment-là.
Donc on est vraiment dans un contexte où du coup, dans tout ça, on a construit en collaboration avec Factonix un moteur de catégorisation automatique des produits qui va avoir effectivement un intérêt dès lors qu'on va travailler à l'extension de nos gammes produits, qui est encore une fois un enjeu qui l'a été déjà depuis un moment, mais qui continue de l'être, hein, puisqu'on sait que on a besoin toujours de fournir une réponse aux fortes demandes clients sur différentes gammes produits. Et c'est avéré que cette étape qu'on faisait auparavant de manière assez archaïque, assez manuelle, qui est la classification des produits, était l'une des plus chronophages de tout notre processus d'extension de gamme, qui comprend vraiment beaucoup d'étapes. Hein. On est encore une fois dans un modèle où on travaille en partenariat avec nos fournisseurs, donc on avait besoin non seulement d'avoir toute une facilitation de sélection produits, de développement des gammes produits, mais on s'est rendu compte que ce qui prenait plus de temps, c'est finalement de bien classifier, c'est bien mettre en avant ces produits et donc de bien catégoriser ces produits. Et ça a impacté vraiment drastiquement notre time to market. C'était réellement un problème. Donc c'était très fastidieux, très complexe pour nos équipes. Aussi dû au fait que les données produits qui nous étaient communiquées par nos partenaires, par nos fournisseurs, parfois étaient pas structurées du tout de la même manière que notre façon de gérer les datas chez Manutan, parfois même non structurées, parfois aléatoires aussi, parce qu'on a une diversité de partenaires, donc forcément un format qui est, même si on essaie de le standardiser, pas toujours évident d'avoir du coup des données collectées de manière standard. Donc on devait faire face à certains aléas dans la donnée brute de nos fournisseurs. Et donc avant notre rencontre avec Factonix, on avait d'abord pensé à développer en interne une solution un peu maison qui devait essayer d'automatiser ce processus. Mais les résultats en termes de classification correcte de ces produits sont avérés assez décevants, déceptifs même, hein, parce que on était en gros, quand on commençait à mesurer, on arrivait à classifier 10% d'un scope de produits sur un nouveau déploiement de nouvelle gamme fournisseurs. Et donc ça rendait pas satisfaction. On avait encore beaucoup trop de tâches manuelles à faible valeur ajoutée sur ces sujets-là. Et surtout, on avait investi en interne et on s'est rendu compte que ça dépassait un petit peu le sujet était suffisamment complexe pour qu'on ait besoin plus de se faire accompagner sur ça. Donc effectivement, c'est ce qui nous a tourné vers le marché, vers Factonix à ce moment-là. Et donc effectivement, on a travaillé ensemble sur ces sujets-là. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu pas mal d'étapes autour de ça, que Factonix déjà nous a aidé parce qu'on connaissait déjà bien le sujet sur le marché, avait déjà développé un algorithme assez similaire sur le marché et du coup nous a accompagnés pour l'améliorer ensemble avec notre collaboration sur notre domaine. Et donc 7 mois après avoir démarré, déjà on a effectué nos premiers tests sur un premier embryon de solution qu'avait proposé Factonix sur un premier échantillon de produits. Et ça a été une vraie réussite puisqu'on obtenait un score de matching, de classification correcte de 80%. Donc on était bien loin des 10% fait en interne. Donc ça a été très très encourageant. Et donc ça nous a convaincus à poursuivre le projet, donc d'aller chercher encore un peu plus à la fois la performance de l'algorithme pour bien classifier nos produits, donc éviter des mauvaises interprétations et une mauvaise catégorisation, mais aussi réduire un effort manuel, puisqu'on a d'abord démarré avec une approche semi-automatisée, passant par du coup des intervalles de confiance et pour certains intervalles, demander une confirmation à nos e-merchandisers, hein, qui sont les profils chez Manutan qui travaillent vraiment l'exposition du contenu produit sur le web, sur les canaux digitaux, et donc était à même de valider ou non qu'un produit était bien catégorisé. Et donc ça, effectivement, tout l'objectif, c'est de décharger cette population de tout ce travail de classification. Donc effectivement, l'un des enjeux, c'est à la fois la performance, mais aussi la réduction du coup de l'efficacité, la réduction de la sollicitation de nos e-merchandisers, qui a du coup toujours été une balance, un équilibre à trouver dans la manière dont la solution Factonix devait nous permettre de nous accompagner. Donc vraiment globalement aujourd'hui, ce qu'on en retient, c'est que ça a largement soulagé quand même les tâches redondantes qu'effectuaient nos e-merchandisers. Non seulement la solution permet l'automatisation de la classification de produits, mais ça permet aussi d'avoir une comparaison un peu plus cohérente des produits pour nos clients. Donc on a même
été un peu plus loin pour se re-challenger sur des catégorisations qui avaient été faites avant de manière manuelle et qui parfois, comme tout travail humain, comporte des inexactitudes à certaines tournures. Donc ça a été aussi l'occasion de nous challenger là-dessus. Donc ça a permis d'avoir vraiment un triptyque, hein, des collaborateurs plus engagés, plus déchargés des tâches pénibles, des clients plus satisfaits, et du coup aussi un levier supplémentaire de chiffre d'affaires puisqu'on réduit notre time to market et donc on permet une mise en ligne plus rapide de nouvelles offres produits. Donc c'est réellement une approche qui a eu beaucoup de facteurs clés de succès et qui nous a permis de développer notre activité sur ce sujet-là. Effectivement, Guillaume. Et alors, je vais amener quelques détails supplémentaires sur la partie technique pour les personnes qui seraient intéressées sur la partie technique, parce que finalement, c'est avant tout un sujet d'IA, et un sujet d'IA, il y a deux difficultés majeures, et l'une n'est pas moins facile que l'autre. La première difficulté, c'est évidemment d'arriver à des performances, comme tu l'as cité, qui sont satisfaisantes et qui justifient finalement les investissements sur le sujet. Et la deuxième difficulté, et pas des moindres, c'est l'intégration et le change autour du sujet en interne pour faire en sorte qu'il s'intègre parfaitement, on dira sans couture pour rester dans le sujet du retail, dans les processus métiers. Sur le premier point, sur la partie technique, bien évidemment, c'est un sujet qui est fondamental pour la plupart des marketplaces d'e-commerce qui doivent ingérer des milliers, voire des millions de produits. C'est le cas pour Manutan, c'est le cas à une échelle plus importante pour Amazon, qui reçoit 480 millions de produits par an, pour vous donner une idée. Et la difficulté majeure de l'algorithme, c'est effectivement d'arriver à extraire suffisamment d'informations de données pour pouvoir positionner le produit dans les bonnes catégories, avec parfois des catégories qui sont très proches et des données qui sont fortement bruitées. Là, j'ai mis l'exemple d'une perceuse où, pour que l'algorithme soit capable d'identifier la différence entre une perceuse filaire, une perceuse à percussion ou alors une perceuse sans fil, qui sont seulement trois exemples de catégories qu'on va pouvoir trouver chez un e-commerçant comme Manutan, parfois l'algorithme va avoir du mal, va avoir d'autant plus de mal que les données fournies par les fournisseurs sont de mauvaise qualité, ou encore que la représentativité de chaque catégorie dans les bases d'apprentissage sur lesquelles apprend l'IA est parfois faible. Le dernier enjeu sur lequel je voulais souligner d'un point de vue technique, c'est ce qu'on va appeler dans le jargon technique des boucles de rétroaction négative. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on cache derrière ce terme? On cache le fait que si l'algorithme se trompe et qu'on intègre les erreurs automatiquement au catalogue Manutan, on va avoir un risque énorme par rapport aux visiteurs, parce que ces visiteurs vont trouver un mauvais produit dans la mauvaise catégorie, mais on va aussi avoir un problème au niveau de l'IA, puisque l'IA va être amenée à réapprendre sur des erreurs, et donc on va multiplier les erreurs. C'est un des enjeux, d'un sujet d'IA, c'est de savoir comment on fait pour intégrer, comment on fait pour donner suffisamment de confiance à un algorithme dans un processus métier. Et c'est toutes les discussions au quotidien avec notre partenaire Manutan qu'on mène, par exemple. Donc voilà un petit peu pour vous donner quelques détails sur le cas d'usage qui a été développé avec Manutan. Pour avancer, puisque je vois l'horloge avancer, et on avait encore quelques exemples de cas d'usage sur lesquels on voulait présenter. On va les présenter assez brièvement et puis on va prendre des questions pour les dernières minutes. Donc finalement, on l'a vu, l'IA, elle va être un moyen, avant d'être une finalité, un moyen pour les e-commerçants de sortir de la crise. Elle va être évidemment un moyen avant tout qui doit répondre à des enjeux liés au modèle d'affaires de l'organisation, bien évidemment. L'IA n'est pas forcément, les cas d'usage ne sont pas adaptés forcément à toutes les organisations, bien évidemment. Et puis, on l'a vu, ce n'est pas des stratégies qui s'improvisent. L'IA vient en fer de lance d'une stratégie digitale. Donc, j'ai envie de dire, la réussite de Manutan sur ces sujets vient bien évidemment du fait que la stratégie a été initiée depuis un bout de temps et pas bien évidemment en cette sortie de crise. Donc, plus la prise de conscience est mature, plus l'IA va trouver sa place naturelle dans l'organisation. Pour aller un peu plus loin sur des cas d'usage supplémentaires, on a beaucoup échangé, on a beaucoup évoqué en filigrane durant le webinaire sur le pricing. C'est un enjeu majeur, ça a toujours été un enjeu majeur du commerce au sens large, du retail. Bien évidemment, encore plus sur des sujets e-commerce, puisqu'on parle de catalogues très larges
où historiquement on a une guerre de prix, où l'enjeu de l'e-commerce est de trouver finalement les produits au meilleur prix. Pendant longtemps, les e-commerçants ont travaillé leur stratégie prix pour essayer d'offrir aux visiteurs le meilleur prix. Pour cela, on allait finalement se battre contre les concurrents en récupérant les prix des concurrents et en essayant de pouvoir grignoter nos marges pour pouvoir, sur un effet volume, proposer des prix les plus faibles. Cette stratégie qui a eu son heure de gloire, je dirais, aujourd'hui, elle est finie. Ou en tout cas, ce n'est pas forcément la stratégie en cette sortie de crise la plus recommandée. On va davantage privilégier des stratégies autour de l'élasticité prix, c'est-à-dire de pouvoir non plus chercher les prix les plus bas, mais de pouvoir chercher les poches de produits sur lesquels on a aujourd'hui on perd de l'argent, si je puis dire, pour aller travailler ces prix en particulier. Donc on va, grâce à l'IA, être capable d'ingérer des données internes, comme par exemple des paniers qui vont nous permettre de modéliser un ensemble de produits qui intéressent un consommateur sur certains scénarios d'achat. On va pouvoir bien évidemment également intégrer des données externes liées à des tendances d'achat. On a tous des idées de produits durant le Covid qui ont eu leur succès, mais aussi bien évidemment par rapport à la concurrence. Avec l'objectif de l'IA de pouvoir proposer des prix sur des produits qu'on va pouvoir A/B tester pour identifier jusqu'à quel niveau de prix on va pouvoir positionner en limitant, si je puis dire, la baisse du prix afin de maximiser notre marge brute. Donc vraiment l'enjeu, ça va être aujourd'hui de pouvoir travailler l'élasticité des prix plus que de baisser les prix au maximum. Le deuxième cas d'usage sur lequel on aurait le loisir de répondre à quelques questions, c'est sur l'anticipation de la demande de nouveaux produits. On l'a vu durant la crise, des produits qui n'étaient pas demandés avant la crise ont été fortement et très rapidement en rupture de stock chez la plupart des e-commerçants ou la plupart des retailers. L'enjeu, il est bien évidemment de pouvoir, sur des signaux faibles, identifier la demande de nouveaux produits pour pouvoir être les premiers à construire une offre, de pouvoir construire également une offre qui soit cohérente, c'est-à-dire qui ne soit pas construite dans l'urgence, qui puisse finalement être globale avec des produits dans l'ensemble de l'univers proposé. Et donc ça, pour cela, l'IA va pouvoir identifier, notamment à travers des sujets d'écoute de la voix client, mais également à travers des sujets des sujets d'analyse des transactions, identifier des familles de produits, identifier des usages, des scénarios à travers l'analyse, ce qu'on appelle donc des tickets de caisse finalement, avec de l'analyse de co-occurrence d'achat, de pouvoir identifier donc des futurs besoins et donc de pouvoir référencer de cette manière les produits potentiellement avant la concurrence. Par rapport au sujet de l'expérience, il y a des sujets qui sont de plus en plus critiques, qui sont, comme je disais, l'écoute de la voix client, être capable de mesurer la satisfaction sur les différentes dimensions produits, à la fois que maîtrise l'e-commerçant, comme la livraison, comme la qualité de service, mais également de pouvoir être capable de réadapter son offre par rapport aux références et aux retours que nous font les consommateurs sur ces références. Quelle est la marque de perceuse que je dois garder en catalogue, laquelle je dois sortir par rapport à la satisfaction des consommateurs. Donc là-dessus, l'IA, bien évidemment, notamment à travers l'analyse sémantique, va pouvoir permettre de trouver le meilleur mix, enfin les meilleurs produits finalement, et de pouvoir mesurer sur chacune des dimensions produits le retour des consommateurs. Enfin, on l'a évoqué, un enjeu qui va être de plus en plus criant, notamment sur la partie expérience et relations qu'on entretient avec nos consommateurs, va être autour de la durabilité. Par durabilité, il y a pas mal de sujets aujourd'hui qui sont en train de s'ouvrir. Le premier, c'est la durabilité de nos fournisseurs. Comment on peut optimiser en tant que retailer l'empreinte de nos achats, c'est-à-dire du choix des fournisseurs sur lesquels on va opérer. Ça va être bien évidemment de pouvoir privilégier des fournisseurs avec un circuit court, avec des chaînes de production locales, donc de pouvoir finalement rentrer sur des mesures sociales, environnementales de nos fournisseurs. Donc aujourd'hui, l'IA va pouvoir apporter des solutions, notamment avec des critères, avec la capacité de mesurer ce qu'on appelle des critères ESG, l'extension de sujets autour du RSE, davantage portés sur le côté
le côté social et gouvernance de nos fournisseurs, être capable de ne pas, de prendre en compte, au-delà de l'aspect purement environnemental et empreinte carbone, également le respect par nos fournisseurs d'ensemble de règles à la fois éthiques et de gouvernance en termes de mixité, d'égalité, d'inclusion. Le deuxième sujet autour de l'impact et de la durabilité va être au niveau de limiter l'empreinte de côté consommateur. Comment faire pour limiter le coût notamment carbone d'un achat produit. On le sait, l'e-commerce est généralement un achat fait sur un site d'e-commerce est généralement plus coûteux qu'un achat fait en physique. Une des raisons principales, c'est le volume au niveau du panier d'achat qui est généralement plus important au niveau d'une visite en physique que sur l'e-commerce. Comment faire pour accompagner mes consommateurs pour augmenter ce panier d'achat, leur proposer des produits de manière proactive pour, in fine, réduire l'empreinte de la livraison, l'empreinte de l'achat en e-commerce. C'est aussi des sujets sur lesquels l'IA va pouvoir proposer des stratégies optimales. Je vais m'arrêter là pour une présentation assez sommaire finalement de ces cas d'usage, pour prendre quelques questions au niveau du chat. Merci beaucoup, Charles. Donc, la première question, sachant que Génie a déjà répondu, mais vous pouvez peut-être reprendre la parole dessus. Donc, une question de Marine. Bonjour, je voudrais savoir, Eugénie, que pensez-vous des boutiques Virtual Store 360, comme la boutique de Burberry, réplique du flagship Ginza, ou la boutique Parfum Christian Dior sur les Champs-Élysées, et des boutiques Social Store comme Burberry à Shenzhen? Merci d'avance. Parfait. Alors en effet, sur cette question, j'ai pas eu le temps de lire la réponse d'Eugénie. On est sur une question qui est extrêmement qui est centrée sur le luxe. Donc je pense que je vais laisser Eugénie compléter peut-être sa réponse écrite, ou bien prendre directement une seconde question. Oui, tout à fait. J'avais apporté ma réponse par écrit. Je ne sais pas si Marine a pu prendre connaissance. En revanche, c'était vraiment un bon point qui s'inscrivait vraiment au cœur, comme je le disais, des nouvelles transformations post-crise, comme on a pu le voir dernièrement aussi avec Dolce & Gabbana, qui invite aussi sa communauté à se plonger au cœur des points de vente via des prises de mail et pouvoir visiter virtuellement les boutiques et acheter virtuellement aussi en ligne en boutique. Donc, très bon point. Effectivement, on va vers cela, je pense, dans le luxe pour revivre de meilleures émotions en boutique tout en étant chez soi. Et c'est l'innovation que le luxe va pouvoir mettre en place, je pense, prochainement. Tout à fait. On a une autre question d'Alexia Rigaud sur les conseils, finalement. Quels sont les 3 conseils d'IA à suivre pour un e-commerçant dans ce contexte de crise ou post-crise, je compléterai la question. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux prendre la question. Oui, alors sur les 3 conseils d'IA à suivre pour un e-commerçant dans un contexte de crise, effectivement, je pense que ça dépend un petit peu de la stratégie de la société, ça c'est évident. Je pense que l'un des conseils, c'est d'un peu d'A/B tester ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, ma conviction, c'est qu'on n'obtient pas. Il y a beaucoup de potentiel avec l'IA, mais il ne faut pas espérer qu'au premier coup, en fait, on soit tout de suite à avoir des leviers directement identifiés. Donc, je pense qu'il faut avancer pas à pas. Il faut prendre un périmètre assez bien défini en termes de quick win, où on peut évaluer un peu le potentiel et puis de commencer à avancer, d'A/B tester à chaque fois, d'avancer par mini chantier pour être sûr que de l'avancement vers les objectifs qu'on souhaite obtenir, sans du coup hésiter parfois à déconstruire pour refaire, parce que évidemment les situations évoluent tellement vite qu'on a besoin aussi parfois de rechallenger ce qu'on a parfois construit auparavant. Très clair, merci beaucoup Guillaume, et je valide complètement tes éléments de réponse. Je vais peut-être apporter quelques éléments complémentaires avec ma vision avec ma vision technologique. Je dirais, premier conseil que moi j'apporterais, ça serait former vos équipes à la compréhension de l'IA, en sachant que ces sujets d'IA sont pas seulement des sujets technologiques, sont bien évidemment, et Guillaume l'a très bien dit, des sujets de transformation. Donc, formez vos équipes à la transformation, formez vos équipes à la compréhension des technologies, mais également formez vos équipes à la compréhension de votre modèle d'affaires sur le long terme, puisque l'IA, on l'a vu à travers ce webinaire, n'est pas qu'un sujet gimmick, loin de là, ne doit pas être un sujet gimmick, doit être un sujet de stratégie. Et donc, cette stratégie, finalement, c'est la stratégie sur votre modèle d'affaires, sur votre vision moyen terme.
l'IA doit être qu'un moyen pour accompagner cette stratégie moyen terme. Et le deuxième conseil que j'apporterai, c'est finalement de pouvoir apporter, chercher les points de différenciation. Comment l'IA va vous permettre de vous différencier. J'ai cru lire tout à l'heure dans le chat, une question autour d'Amazon, et effectivement, aujourd'hui, les e-commerçants sont malgré tout face à des géants qui ont investi sur l'IA depuis des années avec des briques technologiques très avancées. Donc l'enjeu, ça va être là à nouveau de s'asseoir et de s'appuyer sur ces fondamentaux en termes de modèle d'affaires et de comprendre comment l'IA va nous permettre de catalyser et d'augmenter nos points différenciants qui peuvent être liés à notre proximité par rapport à nos consommateurs ou par rapport à notre activité ou encore, on l'a vu, à d'autres types de modèles d'affaires. Voilà un petit peu pour compléter. Je ne sais pas s'il nous reste le temps. Oui, alors pardon. Il y avait effectivement une question sur Amazon, donc une question qui est destinée à Guillaume. Donc Guillaume, merci pour votre intervention. Comment voyez-vous la concurrence d'Amazon qui se lance fortement dans le B2B, qui a plus d'accès à la tech via les startups? Qui a plus d'accès à la tech? Justement, j'allais rebondir sur ce que disait Charles, parce que tu as raison, Charles, je valide aussi ce que tu viens de dire. On a deux axes stratégiques chez Manutan, même, en tout cas deux majeurs. Il y avait l'extension de notre offre, j'en ai parlé, mais on sait que c'est un terrain où les concurrencer à l'Amazon, c'est juste peine perdue. On n'aura jamais du coup de la pléthore d'offres, et c'est pas du coup notre vocation que Amazon peut proposer. Par contre, on a aussi l'axe de la différenciation qui est essentiel aujourd'hui. Encore une fois, on achète des produits à des fournisseurs et on vend des produits que l'on ne voit pas. Donc c'est toute la difficulté. Donc je dirais l'intérêt pour nous, qui est pour nous la proposition de valeur de Manutan, c'est la relation. C'est qu'il est important, encore une fois, de trouver un modèle qui est pas que du pure player e-commerce, qui n'est pas non plus que une approche plutôt physique, historique, de réseau physique, comme certains de nos concurrents l'ont établi depuis des années. Non, nous, notre vocation, c'est d'avoir un modèle hybride qui allie à la fois puissance de l'e-commerce, mais aussi modèle relationnel, valeur ajoutée envers nos clients, pour proposer vraiment des produits qui leur conviennent, qui sont de qualité, avec des services associés. On l'a parlé tout à l'heure de Save Inside que j'évoquais, qui vient essayer d'accompagner plus comme un service, vraiment d'accompagner nos clients à faire les bons choix autour des achats de produits, qui viennent peut-être plus aller chercher des critères de RSE, par exemple, des critères écologiques, ou de responsabilité, ou parfois des critères différents, importants, qui leur sont propres. Donc ça, c'est là aussi où on a une proposition de valeur différenciante par rapport à un Amazon. C'est pas le seul, il y a plein d'autres exemples, mais donc le temps nous manquerait un petit peu pour tous les évoquer. Mais en tout cas, on est bien sûr qu'Amazon est bien présent et on le sait, mais on n'est pas inquiet par rapport à ça. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. On est vraiment dans les temps, c'est parfait. Pour ma part, je vais reprendre la parole pour vous présenter les prochains événements que Cap Digital organise. Donc, dans le chat, vous allez pouvoir retrouver le lien vous permettant d'avoir accès à l'ensemble de la programmation et vous permettant également de vous y inscrire. Donc, le prochain événement Retail parlera de plateformisation, l'ère des data hubs, qui aura lieu le 18 mai en matinée, donc de 9h30 à midi. Ensuite, le 18 mai également, l'après-midi, le fameux webinaire dont je vous parlais en tout début de session avec la présentation des offres de services de Cap Digital et Business France. Donc, sachez que justement, Factonix, en tant qu'adhérent Cap Digital et à la publication de son livre blanc, a pu bénéficier de cette mise en visibilité aujourd'hui auprès de notre écosystème. Donc, en tant qu'adhérent, au-delà de l'accompagnement, vous avez la possibilité d'être mis en visibilité auprès de notre écosystème. Et s'en suivra le 1er juin un rendez-vous d'innovation, donc un rendez-vous plus conséquent qui va durer toute une après-midi sur les business models durables de l'économie circulaire. En parallèle, le 1er juillet, donc ce n'est pas noté, mais vous avez de toute façon la programmation. Le 1er juillet, vous avez également un focus sur l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé. Guillaume, Charles, Eugénie, un grand merci pour votre disponibilité et pour votre expertise. Merci à tout le monde. Au plaisir de collaborer encore une fois ensemble. Merci pour votre disponibilité, votre expertise. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci Bonne journée. merci Eugénie, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous, excellent week-end. Au revoir. Excellent week-end, au revoir.